trois parties bien distinctes. Donc, sur le sujet de réussir la coopération entre direction et présidence de CME, on va tout d'abord se poser la question de faut-il un seul maître à bord? Ensuite, nos deux orateurs échangeront sur comment coopérer avec des objectifs différents. Et ensuite, quelles sont les clés pour une coopération réussie? Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir entre les différentes parties et ils se feront un plaisir de répondre à vos interrogations. Est-ce que je vous laisse vous présenter, messieurs, ou est-ce que vous voulez que je vais vous laisser la main. Hop. Je vous laisse vous présenter avant de passer au premier sujet. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Coutet, je suis pharmacien donc dans un établissement de santé qui est un établissement public support de GHT à Chalon-sur-Saône, donc en Saône-et-Loire. Je suis également vice-président de CME et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, Franck Zanivellato, je suis directeur de la filière sanitaire pour le groupe Aesio Santé, qui est un groupe mutualiste. Donc, je suis à la direction de la filière sanitaire, donc je supervise plusieurs établissements de santé, MCO, SSR et des centres de santé. C'est tout récent pour moi d'être dans le milieu mutualiste, puisque avant, il y a 4 mois, j'étais directeur d'établissement privé à but lucratif. Et j'ai fait 20 ans dans le secteur privé à but lucratif. Donc, j'interviens plutôt sur le pendant direction, comme vous l'aurez compris, et sur cette coopération entre direction et présidence de CME. Je vais laisser peut-être Jérôme démarrer pour le sujet « Faut-il un seul maître à bord ?» ou j'attaque direct, je ne sais pas, comme… Allez, Jérôme, priorité au médecin. Tous les coups bas sont permis. Non, je ne pense pas qu'il y aura de coup bas. Alors, la première question, c'est un seul maître à bord. Est-ce que c'est une réalité? Alors, réglementairement, vous savez tous que depuis la loi HPST, fin des années 2000, effectivement, le directeur d'établissement a pris plus de pouvoir, on va dire, plus de pouvoir de décision dans les établissements de santé. Donc, réglementairement, c'est sûr qu'on a un maître à bord. Cependant, on sait aussi que le président de CME, qui se veut le représentant donc élu de la communauté médicale, a un rôle important à jouer sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet médical. Il doit assurer le suivi de la politique qualité et sécurité des soins. Il coordonne la politique médicale de l'établissement. Il a un regard et on le sollicite pour tout ce qui est gestion des RH médicales. Et donc, finalement, le président de CME, en tant que numéro 2, si j'ose dire, de l'établissement et du directoire, a forcément un rôle important à jouer pour aussi guider et orienter les décisions du soi-disant seul maître à bord. Et on le voit dans les établissements, on ne peut pas imaginer un directeur général prendre des décisions en se coupant totalement de la communauté médicale et donc du président de CME. Malgré tout, ça se fait dans un contexte que vous connaissez tous, qui est un certain corporatisme, le côté clan. On se pose la question de quel côté est-on? Est-on du côté administratif ou du côté médical? Donc, ça se fait dans un contexte qui est parfois un petit peu difficile à gérer, notamment pour le président de CME qui se retrouve à l'interface de ces deux clans, entre guillemets, et à nous de faire en sorte que on puisse essayer de lisser cette notion de clan en portant et en défendant la voix de la communauté médicale auprès du DG,
devoir de représentation pour essayer de faire en sorte que les décisions ne soient pas des décisions unilatérales, mais des décisions qui soient consensuelles et qui puissent défendre un projet médical. Ça impose pour le président de CME d'avoir une certaine vision de la communauté médicale et de la façon dont on veut porter la voix de la communauté médicale. Et en tout cas, il faut arriver, alors là je vais peut-être déjà un peu sur la notion de piste, mais il faut arriver à faire en sorte que le président de CME n'ait pas une image d'émissaire de la direction générale auprès de sa communauté. Il faut ne pas inverser les rôles. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Je vais compléter, effectivement. Alors, pour moi, il n'y a pas un seul maître à bord. Il y a évidemment quelqu'un qui doit prendre des décisions à un moment donné, puisque il y a des décisions à arbitrer, à trancher. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de savoir s'écouter et s'expliquer, en fait. C'est souvent savoir se convaincre, prendre en compte l'avis de l'autre et des autres, puisque quand on parle de CME, on parle d'une communauté médicale. C'est vrai que le représentant va être le président de CME et c'est quelque chose d'important en termes de relation entre le directeur et le président de CME, parce que c'est là que les discussions sur les sujets un peu complexes vont se situer. Et je pense que cette relation entre les deux va permettre de partager les enjeux qui, d'un côté, vont être des enjeux institutionnels, donc qui sont relatifs à l'établissement, à un budget, à tout un tas de contraintes réglementaires qui s'appliquent sur la structure. Mais il va falloir à la fois aussi pouvoir partager sur les enjeux que peuvent avoir les médecins qui, dans certains cas, pour moi qui viens du privé, en plus vont être des entrepreneurs, en fait, des dirigeants de PME. Donc, c'est là où il va falloir savoir s'écouter et s'expliquer. C'est ce que je disais à premier abord. Mais après, à certains endroits, ça va être plutôt le directeur qui va décider et plutôt le président de CME qui va influer parce que ça va être des sujets ou médicaux ou administratifs. J'aurais deux anecdotes à partager au cours de mes directions. Dans un établissement, je suis arrivé avec des dirigeants qui, à un moment donné, ne prenaient jamais en compte l'avis des médecins ou alors, de toute manière, décider, et puis c'est pas grave, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à partir, on en trouvera d'autres. C'est catastrophique de faire comme ça, parce que globalement, effectivement, les médecins s'en vont ou sont très démotivés, et l'établissement en pâtit parce que plus personne ne travaille, et ça met une ambiance quand même assez complexe. Donc là, on a un exemple de direction ou d'actionnaire, on va dire, d'un groupe, d'un petit groupe, qui du coup a voulu être le seul maître à bord. Marche pas. C'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire. Et dans une autre situation, je suis arrivé dans un établissement et là, j'ai le président de CME qui vient me voir et qui me dit, bon, écoutez, on est ravis de vous avoir parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas de vrai directeur. On vous a vu travailler dans un autre établissement à côté. On est content de vous accueillir. Par contre, on est bien conscient que vous allez nous embêter, que vous allez nous dire de faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas vraiment de directeur qui nous disait ce qu'il faut vraiment faire. Donc voilà, je vous accueille, on est très content, mais je sais qu'on va avoir des difficultés après parce que vous allez nous demander de faire des choses qu'on n'a pas envie. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas un seul maître, parce que globalement, on peut avoir des directeurs qui disent amen à tout et que ça ne convienne pas non plus à la communauté médicale. Voilà pour ma part. Pour rebondir juste sur le sujet, Franck, vous avez dit quelque chose d'important quand même, c'est il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Et dans les expériences que j'ai eues avec différentes directions générales, finalement, ce qu'il y a de pire, c'est l'absence de décision. Parce que trop d'influence peut-être de certains, d'autres, etc., qui n'aboutit jamais à des décisions. Tous, y compris dans la communauté médicale, même si parfois on met en opposition donc médicale et administratif, ce qui est important, c'est que finalement, il y a une décision qui soit prise. Elle ne nous plaît pas toujours, mais à nous d'apporter des arguments pour convaincre, pour persuader, mais qu'il y ait une décision derrière qui soit affichée, qui soit éclairée et argumentée. Et ça, je pense que c'est vraiment important.
au final, l'absence de décision est sans doute la pire des stratégies. Ça peut nous faire rebondir peut-être sur le deuxième thème, hein, à part qu'il y ait des questions. Je vous partage. Donc, sur la deuxième partie, on va être sur comment coopérer avec des objectifs différents. Donc, du coup, je vais peut-être garder la main puisque je vais rebondir sur ce que disait Jérôme Coutet. Effectivement, le fait de ne pas prendre de décision ou de prendre des décisions ou de donner des engagements et de ne pas les tenir, pour moi, c'est ce qui va faire qu'il y ait un climat de confiance ou pas. Je m'explique, en tant que directeur, si je m'engage à faire quelque chose et que 6 mois après, il n'y a toujours rien et que les médecins attendaient à s'attendre à ce qu'on achète un matériel ou qu'on fasse une action et qu'on ne la fait pas, ça commence à donner des mauvais signaux sur la capacité à tenir sa parole. Et c'est ça qui fait souvent le climat de confiance. Une chose que j'ai pu voir aussi pendant la période de Covid, la crise sanitaire, on avait vraiment des objectifs différents avec les médecins pendant cette période, puisque les établissements avaient des garanties de financement. Les médecins libéraux, s'ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas leur chiffre d'affaires qui rentrait. Et puis, il y avait cette envie aussi de travailler pour pouvoir soigner les patients. Je me souviens d'une CME où les médecins sont arrivés. Pas le président de CME, mais il m'a prévenu, voilà, on va venir avec un PowerPoint, on va vous expliquer notre ressenti de la situation, comment on a vécu la crise. Et je lui avais dit, bah, OK, moi je trouve que c'est vraiment très pertinent de faire comme ça, mais je vous propose que je fasse la même chose, mais vu de la direction. Je vous refais la chronologie de ce qui s'est passé. Et en fait, ça a permis de casser tout un tas de fantasmes sur le fait que la direction voulait empêcher les médecins de travailler, que du coup, c'était plus avantageux pour l'établissement. Parce qu'on s'est réexpliqué un à un la chronologie. Et effectivement, je leur ai dit, je comprends à votre place que vous ayez perçu la situation comme ça et que vis-à-vis de vos intérêts à vous et de votre objectif à vous de développement, bah, ça vous a empêché et vous étiez frustré. Mais ils ont pu voir aussi que de notre côté à nous, il y avait des enjeux réglementaires, des enjeux d'autorisation, d'ARS, et que, ma foi, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux, et que certaines actions qui, à un moment donné, étaient pénalisantes, ont été bénéfiques pour la suite en termes de relationnel avec l'ARS ou avec les tutelles pour ne pas déprogrammer de manière très brutale, et c'était vraiment des choses qui avaient pu s'adapter. Moi, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est que les projets, si on arrive à les élaborer ensemble, et c'est là où c'est important d'avoir un climat de confiance, les projets vont mieux se passer, en fait, parce que globalement, on a forcément des intérêts qui ne sont pas totalement convergents. Mais j'ai tendance à expliquer souvent à mes communautés médicales que si le médecin ne consulte pas et qu'il n'a pas une bonne activité, l'établissement il ne va pas se développer et faire une bonne activité. Si l'établissement ne tourne pas ou n'est pas maintenu en bon état avec des process qui marchent bien, ça va forcément rejaillir aussi sur l'activité des médecins qui y consultent. Donc au final, on a des objectifs différents, mais des intérêts qui sont souvent convergents. C'est-à-dire que si l'un gagne, l'autre gagne. Si l'un perd, l'autre va avoir du mal à gagner. C'est souvent très important. Et donc, même si parfois on n'est pas d'accord, je pense que tout le monde aura un exemple de directeur qui s'accroche avec des médecins ou un médecin en particulier. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas arriver à construire des projets. Et puis, de temps en temps, c'est bien de se dire ce qu'on a à se dire, parce qu'en gros, la vie n'est jamais très rose, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais au moins, si on se dit ce qu'on a sur le cœur et qu'on règle le problème, qu'on passe à autre chose, ça permet de repartir dans des projets. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas laisser cristalliser les choses. Et je reviens sur ce que disait Jérôme Coutet, et puis après, je lui passerai la parole. Il est clair que la non-décision d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que ce soit président de CME ou CME en général, ou direction, ça va forcément donner un climat de défiance parce que pourquoi ils ne font pas, pourquoi ils s'étaient engagés à. Et la paranoïa peut venir des deux côtés, que ce soit direction ou communauté médicale, sur les enjeux que chacun peut poursuivre, mais sans trop vraiment l'annoncer. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste de la non-décision. Effectivement, je vais pas être très contradictoire là sur le sujet, puisque je partage évidemment la plupart des choses qui ont été dites, sauf peut-être en anecdote sur la gestion de la crise Covid, qui, au
contraire, dans nos établissements publics, a été vraiment une opportunité de retravailler ensemble justement sur des objectifs communs et avec une ouverture du champ des possibles très importante. On avait le droit de sortir du cadre. C'est-à-dire qu'on pouvait décider à la fois en réunion de crise avec donc, des administratifs, des médicaux, des paramédicaux, des fonctions support, etc., de se donner un objectif. L'après-midi, on travaillait à la réalisation de cet objectif et le lendemain, c'était mis en œuvre. Ce qu'on a du mal à voir actuellement dans nos hôpitaux. Donc nous, ça a vraiment eu un rôle plutôt fédérateur autour de la réalisation de mise en place de nouvelles unités de réanimation dans des secteurs qui n'étaient pas prévus pour ça, de la prise en charge de malades en lien avec des établissements privés, en lien avec des soins de suite, etc., des choses, des parcours patients qu'on pouvait inventer. Et ça a été un vrai moment de satisfaction professionnelle parce que, pour le coup, les objectifs de santé étaient les mêmes sans les contraintes divergentes. Et ça, c'est fondamental. Et donc, pour répondre à la question, moi, j'ai envie de dire, avons-nous réellement des objectifs différents ? On est tous dans le même bateau, on veut tous que le bateau aille dans le même sens, à savoir répondre aux besoins de la population en matière de santé, donc par la définition et la mise en pratique de parcours de soins, dans un contexte économique que tout le monde est capable de comprendre et d'entendre, de l'efficacité, de l'efficience des organisations. Ça, c'est pareil. On a l'impression que c'est qu'un côté administratif, mais un médecin, il a envie de travailler dans de bonnes conditions. Il sait que sa qualité de vie au travail, elle en sera qu'améliorée si tous ces irritants du quotidien disparaissent. Et puis, on sait que c'est aussi pour être attractif. Alors, à la fois attractif au niveau RH, hein, tous nos établissements sont concernés aujourd'hui par cette difficulté de recrutement et attractivité des patients, c'est-à-dire avoir de l'activité. Là où c'est un petit peu différent entre les différents corps de métier, c'est sur les méthodes, sur la façon de gérer les projets, sur notamment le rôle des directions support, qui pour moi doivent rester des directions support et doivent se mettre au service d'un projet médical, donc avec du management médical et pas simplement un projet de direction de services techniques, un projet de DRH, un projet de direction informatique, etc. C'est plutôt que l'ensemble des directions se mettent au service d'un projet médical validé par l'ensemble des acteurs. Et donc finalement, si on arrive à se mettre d'accord sur une stratégie de ce type-là, finalement, les objectifs, ils ne sont pas si divergents que ça. Cette organisation-là, elle nécessite pour les managers médicaux, donc président de CME, vice-président de CME, chef de pôle, chef de service, qui reprennent un peu là, avec les modifications réglementaires ou législatives récentes, qui reprennent un peu de place, demandent à ce que ces fonctions managériales elles soient prises en compte, qu'il y ait du temps consacré, qu'il y ait de la formation, qu'il y ait des moyens matériels pour exercer ces fonctions. Et si on a la capacité à exercer ces fonctions, on peut se mettre au service de l'institution dans ce mode management qui ne sera pas pour répondre à une injonction administrative, mais pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions de travail pour faire du soin. Tout ça, ça doit se faire dans, vous l'avez dit tout à l'heure, dans un climat de confiance, travailler en toute transparence. Moi, les expériences que j'ai qui peuvent être parfois négatives, y compris avec des collègues médicaux, c'est l'impression que finalement, tous décident dans un bureau fermé où il n'y a pas de concertation,
on ne sait pas trop ce qui se passe, la décision, elle sort, on ne sait pas trop comment. Transparence sur la méthode, transparence sur les objectifs à atteindre, justement, transparence dans les relations. Et là, quand je dis ça, ce n'est pas simplement dire au directeur de faire ça. Hein. C'est aussi à l'intérieur de la communauté médicale que finalement, à la fois en termes de gouvernance, à la fois en termes de lien avec la direction, eh bien, tout ça soit transparent. On vit tous des exemples où finalement un médecin, il va directement voir le directeur général, négocier son petit truc. Pourquoi pas avec la menace de si vous ne me faites pas ça, je quitte l'établissement ou machin. Et ce genre d'arrangement qu'il peut y avoir, ça peut venir déséquilibrer finalement toute la stratégie globale qu'il peut y avoir dans un établissement. Et donc, voilà, une notion vraiment de transparence pour établir le climat de confiance. Ça peut passer par la formalisation d'un fonctionnement institutionnel, par des chartes, par exemple. Et puis voilà. Je vais rebondir sur deux choses. Alors, je suis d'accord sur la fin du propos sur les médecins qui viennent parfois en solo voir le directeur. C'est du vécu. Hein. Là, il faut être solide quand on est directeur sur certains trucs et dire non. Et souvent, on est menacé par les médecins qu'ils aillent ailleurs. Faut-il encore qu'il y ait un ailleurs où ils puissent aller? La crise Covid a généré quand même qu'on ne change pas d'établissement aussi simplement que ça, et il faut que les patientèles suivent. Bon, voilà. Après, je pense qu'à un moment donné, s'il y a des décisions qui sont prises, il n'est pas possible que si un médecin vient de vous voir 5 minutes après, par derrière, de les inverser. C'est ce que je qualifiais tout à l'heure de tenir ses engagements, parce que sinon, c'est mort après. Hein. Et puis, ça peut décrédibiliser aussi un certain nombre d'encadrements, type une chef de bloc ou une DSI qui a pris une décision. Et si le médecin vient voir par derrière le directeur et que le directeur déjuge, bon, il y a un moment, il faut se mettre d'accord et puis on tient la position. C'est de la transparence, c'est de la clarté. Après, ça peut ne pas plaire, mais au moins, il y a une direction, un sens établi dans les prises de décision. Après, sur les objectifs qui ne sont pas forcément différents, je dirais que ça dépend quand même un peu des situations. Parce que je reviens sur les privés libéraux. C'est vrai que dans un hôpital, on n'a pas forcément autant de divergences, même si parfois, quand on est avec des médecins salariés, ils n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants d'un budget. Ils ont l'impression qu'on ne veut pas dépenser d'argent pour eux, alors qu'en fait, c'est des décisions budgétaires. En fait. Donc, c'est là où il faut être vraiment dans l'explication. Sur les libéraux, on peut ne pas avoir forcément structurellement des objectifs. Alors, ce n'est pas qu'ils vont être différents, mais ils vont être différents dans le temps, en fait. Les groupes privés ont souvent des actionnariats à court, moyen terme. On va parler de 5, 6 ans, 7 ans en termes d'objectifs de revente des actions par les actionnaires qui rachètent les groupes. Hein. Et les médecins, quand ils s'installent, hein, ils partent pour 25, 30 ans. Quoi. Et donc là, on est des fois dans des demandes d'investissement pour déployer une activité qui va durer. Et on a des groupes qui ne veulent pas trop investir sur des gros montants parce qu'ils veulent réaliser une revente dans des délais plus courts. Donc, ça donne une espèce de difficulté supplémentaire aux directions pour pouvoir arriver à arbitrer les choix d'investissement en fonction de ce que ça va rapporter pour l'établissement et ce qu'il va y avoir comme réalisation et retour sur investissement immédiat, quoi, en fait, dans des périodes très court terme. C'est souvent ce qui peut amener des incompréhensions et une impression qu'on ne veut pas renouveler le matériel ou acheter des matériels, alors qu'en fait, il y a des objectifs qui ne sont clairement pas les mêmes sur les mêmes timings, en fait. Voilà, donc je voulais nuancer ça, parce qu'après, c'est vrai que sur le public, on n'est peut-être pas dans le même système, puisqu'on a des salariés. Donc, tout le monde est salarié de la même boutique. Hein. C'est sûr que ça amène une convergence un peu plus importante. Voilà, je voulais juste apporter ce complément d'information, c'est même pas rectifié. Oui, alors, c'est vrai que c'est une situation qu'on retrouve régulièrement à l'hôpital public quand même, hein, c'est potentiellement ces divergences. Alors, nous, ce n'est pas pour essayer de finalement faire plus de bénéfices à la revente, mais c'est plutôt des injonctions de retour à l'équilibre, c'est-à-dire moins perdre, en fait. Hein.
Et ça peut amener parfois à des décisions d'absence d'investissement. Il faut faire attention à ça quand même, parce que on sait aussi que ne pas investir dans un établissement, c'est lui faire perdre de l'attractivité, lui faire perdre à terme de l'activité et au final avoir des résultats qui sont moins bons. Mais voilà, on peut se retrouver aussi dans cette difficulté-là. À l'échelle d'un territoire, ce n'est pas non plus idéal. Pour les ARS, ça leur coûtera finalement plus cher. Après, souvent, les directions, c'est pas qu'elles investissent pas du tout, mais elles vont arbitrer peut-être selon les projets, celui qui aura le plus de chances de ramener de la rentabilité économique, hein, quelle que soit la situation, qu'on soit en retour à l'équilibre ou en recherche de meilleure rentabilité. Et c'est vrai que ça peut être frustrant pour l'équipe médicale qui va avoir un projet avec un matériel, mais dont la rentabilité est moins facile à prouver, ou type l'achat d'un robot qui va faire des interventions plus sécures pour les patients, mieux organisées, mais qui finalement coûtent plus cher en matériel et qui pour l'établissement ne sont pas du tout rentables en fait. Donc c'est vrai qu'on se retrouve des fois dans des situations où c'est pas qu'on ne veut pas faire l'investissement, mais par contre économiquement ça ne tient pas la route, hein. Donc après, il faut arriver à être assez habile, trouver des subventions, se faire aider par les régions ou des trucs comme ça pour acheter ces matériels-là et assurer que ce ne soit pas une grosse perte en fait. Donc c'est vrai que les enjeux, souvent, je ne connais pas de directeur qui ne veuille pas faire bien pour les patients. Par contre, il faut tenir les budgets. Et ça, c'est vrai que c'est complexe en fait, de manœuvrer entre les deux sujets. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, quand vous dites travailler en toute transparence, qu'un directeur partage les chiffres ouvertement et de manière transparente avec les médecins et vice-versa, que les médecins expliquent des choses qui sont liées à l'expertise métier à quelqu'un qui ne l'a pas, parce que tous les directeurs d'hôpitaux ne sont pas anciens soignants, on le sait. Comment vous feriez à ce niveau-là, justement? Comment, finalement, est-ce qu'on retrouve un binôme quelque part, une complémentarité entre le métier et la gestion administrative financière, mais comment ce binôme travaille ensemble finalement? Moi, pour ma part, c'est des choses que je fais régulièrement. Présenter les chiffres, on le fait, alors on ne le fait pas toutes les semaines, hein, mais c'est vrai qu'on se présente les budgets, on se présente les résultats annuels. Après, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a une démarche d'investissement ou de nouveaux projets médicaux sur une spécialité. En général, on fait des réunions et puis on se le fait expliquer parce qu'effectivement, un directeur n'est pas forcément un expert médical et pas forcément un soignant, comme vous le disiez. Moi, je ne suis pas du tout soignant comme formation. Mais après, on est capable de comprendre les bénéfices, hein, les avantages pour les patients, en fait, ou pour la pratique médicale, hein. Après, à nuancer effectivement avec le coût de l'investissement, qu'est-ce que ça va générer comme plus aussi économique, hein. Et si ça ne marche pas économiquement, après, on est capable aussi de discuter avec les prestataires qui vendent les équipements pour essayer de baisser le prix, pour trouver d'autres solutions, chose qu'on fait régulièrement. Mais effectivement, pour qu'il y ait de la transparence, c'est ce que je disais, hein, il faut savoir s'écouter et savoir expliquer ce qu'on veut faire, hein. Et ça passe par des discussions apaisées, c'est-à-dire que si on se menace de partir, etc., c'est là où ça devient. Il ne faut pas rentrer dans du chantage, il faut qu'on soit vraiment dans l'explication du projet, de l'avoir préparé. Et pareil pour les directions, c'est d'essayer de comprendre dans quel but, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt. Et des fois, l'intérêt économique n'est pas le seul, il peut y avoir un intérêt aussi de réputation pour l'établissement qui va rejaillir et qui n'est pas seulement économique directement. Ça peut avoir des plus annexes. Je vais rebondir. Juste un mot là, pour répondre à la question quand même de François. Je savais qu'on ne respecterait pas le timing. Ben, bien sûr. Non, mais juste, je suis d'accord avec ce qu'a dit Franck. Je compléterai par aussi la nécessité de décentraliser. C'est l'implication au niveau des pôles, au niveau des services, des responsables, pour que à l'échelle de leurs activités, ils puissent aussi comprendre les problématiques
de gestion économique, des ressources, etc., qui soient formés pour ça, et ce qui permet justement après de discuter de façon apaisée et sans avoir l'impression que l'autre essaie de les arnaquer sur ces sujets, et qu'on puisse apporter aussi des explications. On a parlé de la réputation de l'établissement, ça c'est quelque chose d'assez important, la communication. Acheter un robot, oui, ça fait plaisir aux chirurgiens, mais pas que. Les nouveaux chirurgiens, ils sont formés qu'avec ça maintenant. Donc, si demain, on veut poursuivre de la chirurgie à l'échelle de son établissement, il faut aussi être capable d'expliquer à sa direction que les recrutements des jeunes, ça passera par là ou ça passera ou ça passera pas. Parce que maintenant, les jeunes ne savent plus faire ça, tout simplement. Donc, c'est important d'impliquer les acteurs à tous les niveaux et que tout ne repose pas sur les épaules du simple président de CME avec l'aide minime et modeste du vice-président de CME. Je propose d'aborder justement le dernier thème de ce webinaire. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour aborder quelles sont les clés pour une coopération réussie. Avant de vous laisser la parole, messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les donner par écrit. On va y répondre par écrit pour vraiment terminer ce webinaire alors. Voilà, je vous laisse la parole. J'enchaîne. Les clés de la réussite, je crois qu'on a déjà évoqué pas mal de choses. C'est basé avant tout sur des relations humaines, de la bienveillance de part et d'autre, en ayant une idée de départ positive qu'on est là pour essayer d'avancer dans le même sens. Ne pas partir avec des a priori, une relation de confiance, confiance dans la gouvernance, on l'a dit à plusieurs reprises, et donc ça passe par de la transparence, de l'explication, de l'affichage, du partage de données, du partage de réflexions, etc. Pour le président de CME, à mon avis, cette réussite, elle passe aussi par ne pas se couper de la communauté médicale et du terrain. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans la communauté médicale. Si jamais il y a une relation qui est rompue entre la tête et la base, et là, on sait que ça ne fonctionnera pas. Alors, on aura l'impression que le binôme DG-PCME fonctionnera, mais en fait, ça ne fonctionnera pas avec le reste de l'établissement. Et ça me paraît être un point important. Et donc, il faut du leadership partagé. Voilà. Je suis d'accord avec Jérôme, on a abordé, je pense, les principaux points, donc on est plutôt sur un côté synthétique. Et moi, je dirais qu'en fait, c'est quand même une relation humaine avant tout. J'aurais pu dire une relation d'homme, mais ça se dit plus trop. Ça peut être une relation entre femmes aussi. Mais ce qui est important, c'est vraiment le côté humain. Donc, c'est-à-dire que je résumerai en 3-4 mots. En fait, comme je l'ai dit, il y a la notion de respect, de confiance. Donc, si on ne se respecte pas ou si on ne se fait pas confiance, ça va pas bien marcher. Il faut savoir s'écouter, même si on n'est pas d'accord. C'est important d'écouter les arguments. Il y a des choses qu'on va pouvoir nuancer, il y a des choses qu'on va pouvoir rattraper, mais et ça permet quand même d'aboutir à des solutions entre les deux parties et qui ont souvent des intérêts convergents, comme on a dit. Le troisième point, moi, ça, c'est une valeur importante pour moi, c'est tenir ses engagements. C'est-à-dire que si on dit qu'on va le faire, on le fait. Si on sait qu'on ne va pas le faire, on le dit aussi. Autant dire directement c'est non que de dire peut-être pour finir par dire non après. Et après, je rebondirai sur une chose qu'a dit Jérôme, qui me paraît aussi importante, c'est pour le président de CME, c'est quand même un exercice de style aussi. Parce que souvent, quand on prend ce poste-là, on passe, si vous me passez l'expression, du côté obscur de la force. Donc, c'est-à-dire que tous les autres médecins se disent, ça y est, il est vendu, il est d'accord tout le temps avec le directeur, c'est pas ça que tu as dit que tu allais faire, etc. Et on le voit quand on est directeur que l'exercice de style pour un président de CME n'est pas simple. Surtout chez les libéraux en plus. Donc, peut-être aussi chez les salariés, remarquez. Mais
ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'à un moment donné, le 30 CME, il doit faire fi de ses intérêts individuels. Donc, il doit vraiment représenter tout le monde, même si lui, individuellement, aurait dit blanc et que tout le monde pense noir, il faut qu'il dise noir. Donc, c'est quand même déjà frustrant pour lui. Mais à la fois, s'il ne fait pas ça et s'il ne se comporte pas en président de CME, ça ne va pas marcher pour lui avec sa communauté. Donc, et surtout, il est important qu'il ne s'en coupe pas. Donc, ça veut dire aussi, donc voilà, on fait fi de ses intérêts individuels et on garde un petit peu ces valeurs humaines de respect, engagement, tenue et d'écoute. Voilà, je synthétisais vraiment ce qu'il faut faire pour qu'on ait un dialogue qui subsiste et c'est ce dialogue qui fait que la coopération, souvent, elle est bonne. Juste en complément, je vous invite à lire un document très intéressant qui a été écrit par un président de CME pas très loin d'ici, de Mâcon, qui s'appelle le docteur Daniel Debatty, qui s'appelle Président de la CME, le rôle invisible. C'est une thèse de master. Je ne sais pas si elle est déjà publiée ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un document qui est très intéressant sur la difficulté du rôle de président de CME, l'ambiguïté du rôle, la charge, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir ça.